Anne pousse la lourde porte d'entrée de la maison familiale à Neuilly. Ses livres de psychologie serrés contre sa poitrine comme un bouclier protecteur, épuisée par une journée particulièrement difficile à Paris 8, où ses professeurs ont encore souligné son potentiel exceptionnel, qu'elle cache soigneusement depuis des années. Les échos de conversations élégantes lui parviennent depuis le salon luxueux, mêlés au rire moqueur qu'elle reconnaît immédiatement avec cette angoisse familière qui lui noue l'estomac depuis l'enfance et ces rituels sociaux qu'elle redoute profondément. Sa mère l'aperçoit depuis l'embrasure du salon aux murs lambrissés et lui lance avec cette voix mielleuse qu'elle connaît si bien qu'il parlait justement d'elle avec les prestigieux Dubois et Martin, ses voisins influents du 16e arrondissement dont l'opinion compte énormément pour maintenir leur réputation sociale dans ce microcosme bourgeois impitoyable. Le cœur d'Anne se serre douloureusement, anticipant déjà le calvaire qui l'attend. Ses dîners familiaux sont toujours un véritable cauchemar orchestré, où ses parents exhibent Alexandre comme un prince héritier brillant et accompli, puis la critiquent impitoyablement pour impressionner leurs invités et renforcer leur statut dans cette société parisienne exigeante. Elle s'avance dans le salon somptueux, aux murs ornés de tableaux coûteux qui témoignent ostensiblement de la réussite familiale. Pierre déjà installé dans le canapé Louis XVI authentique, une flûte de champagne millésimée à la main, son regard inquiet croisant le sien dans un échange silencieux lourd de compréhension mutuelle et d'appréhension partagée. Pierre, 24 ans, doctorant prometteur en droit à Assas, fréquente Anne depuis 8 mois maintenant et découvre pour la première fois ce milieu bourgeois parisien, aux codes particulièrement rigides et cruels, envers ceux qui ne correspondent pas parfaitement aux attentes familiales établies depuis des générations. Son père se redresse majestueusement dans son fauteuil en cuir, levant son verre de cristal avec ce mépris calculé qu'elle déteste profondément depuis l'adolescence. « Regardez-la, elle rentre même pas nous saluer. Nous expliquions au Dubois combien Anne nous déçoit dans ses études, » s'exclame-t-il avec une théâtralité blessante. Madame Dubois, épouse respectée d'un chirurgien cardiovasculaire renommé de Neuilly, dont la réputation sociale importe énormément à ses parents soucieux d'apparence, écoute avec cette curiosité malveillante typique de leur cercle mondain, ajustant ses bijoux de prix en observant Anne avec ce regard condescendant qu'elle connaît depuis l'enfance. Elle est médiocre à la fac. Elle aura jamais son diplôme et nous coûte cher. C'est notre plus grande déception. Heureusement qu'Alexandre sauve l'honneur familial, déclare sa mère avec une cruauté parfaitement maîtrisée. L'humiliation familière envahit Anne comme une vague glacée de souffrance psychologique, mais cette fois quelque chose d'inattendu et de libérateur se produit sous ses yeux incrédules. Pierre bondit littéralement de son fauteuil confortable, renversant presque sa flûte dans son mouvement brusque, son visage exprimant une indignation profonde qui électrise l'atmosphère feutrée du salon bourgeois. « Vous êtes vraiment sûr de ce que vous affirmez ?» Sa voix vibre de colère contenue mais respectueuse. Le salon devient silencieux comme une tombe. Même l'horloge comptoise semble retenir son tic-tac habituel. Pierre sort une enveloppe officielle de sa veste avec détermination. « Votre déception vient de recevoir la plus haute distinction universitaire. Elle a obtenu la bourse d'excellence et va représenter la France à l'international. » L'enveloppe circule parmi les invités médusés. Les tampons officiels confirment chaque mot avec autorité indiscutable. Madame Martin pousse un cri d'admiration. Monsieur Dubois examine les documents avec respect nouveau. « Impossible, tu mens !» balbutie sa mère, le teint livide. « Anne cache ses succès depuis des années pour éviter vos critiques constantes. » Pierre s'exprime avec passion dévastatrice. Alexandre apparaît dans l'embrasure, son visage se décomposant progressivement à la vue de ces preuves irréfutables qui détruisent l'ordre familial établi. « Félicitations, Anne, nous avions un génie sous notre nez. » Monsieur Dubois lève son verre avec enthousiasme sincère. Les parents restent pétrifiés, détruits socialement devant leurs propres invités, leur système de domination familiale s'effondrant en quelques secondes terrifiantes. Anne sent sa vie basculer complètement. Pour la première fois, quelqu'un révèle sa vraie valeur publiquement dans ce salon bourgeois où les apparences règnent habituellement en maître absolu. Mais cette vérité explosive va-t-elle enfin libérer Anne ou déclencher une guerre familiale sans merci? L'appartement de Pierre dans le 13e arrondissement contraste violemment avec le luxe ostentatoire de Neuilly, ses meubles Ikea et ses murs blancs témoignant d'une simplicité authentique qui apaise immédiatement Anne après la tempête émotionnelle qu'elle vient de traverser.
Elle s'effondre sur le canapé en tissu, encore tremblante de l'affrontement qui vient de bouleverser sa vie entière, ses mains crispées sur ses genoux comme si elle tentait de retenir les fragments de son monde qui s'écroulent et se reconstruit simultanément. Pierre lui sert un thé fumant dans une tasse dépareillée, ses propres mains tremblant encore d'émotion face à l'injustice qu'il vient de dénoncer publiquement, ses yeux brillants de cette indignation profonde qui ne s'est pas encore apaisée depuis leur départ précipité de la maison familiale. Il s'installe à côté d'elle sur le canapé modeste, prenant ses mains glacées dans les siennes avec une tendresse infinie qui contraste douloureusement avec la cruauté parentale qu'elle subit depuis l'enfance. Anne le regarde avec des yeux encore humides, se demandant comment il a découvert ses secrets les mieux gardés, comment cet homme qu'elle aime a pu percer le mensonge qu'elle maintient depuis des années pour survivre psychologiquement dans cette famille toxique qui l'a détruit à petit feu. Pierre lui explique alors avec une douceur protectrice qu'il a découvert ses vrais bulletins de notes par hasard, il y a exactement 3 semaines, quand elle avait oublié son sac chez lui après une soirée particulièrement difficile. « Comment tu as su pour mes résultats ?» murmure-t-elle d'une voix brisée par tant d'années de mensonges. L'enveloppe du CNUS dépassait de son sac, et sa curiosité naturelle d'étudiant en droit, habitué à analyser les documents officiels, l'avait poussé à regarder malgré lui, découvrant alors l'ampleur du secret qu'elle portait seule depuis si longtemps. Il avoue avec un sourire amer qu'il a d'abord cru à une erreur administrative monumentale, incapable de comprendre comment la prétendue ratée de cette famille bourgeoise pouvait être major de sa promotion universitaire avec des résultats aussi éblouissants. Anne éclate alors en sanglots libérateurs. 22 ans de mensonges et de souffrances psychologiques remontent à la surface comme un torrent dévastateur qui emporte tout sur son passage. Cette douleur enfouie qui ronge son estime personnelle depuis l'adolescence. Elle raconte à Pierre, entre 2 hoquets de douleur, comment elle a appris très jeune à cacher systématiquement ses succès, comment chaque bonne note déclenchait automatiquement la jalousie maternelle et les critiques paternelles acerbes qui détruisaient sa joie immédiatement. « J'ai commencé à mentir pour survivre », chuchote-t-elle avec une honte profonde. « Je transformais mes 18 en 12, mes félicitations professorales en avertissements disciplinaires. » Quand elle avait obtenu son bac avec mention très bien, un accomplissement dont elle était secrètement fière, sa mère avait déclaré froidement que c'était parfaitement normal pour quelqu'un de sa condition sociale, et son père avait ajouté qu'elle ne devait surtout pas se croire supérieure aux autres membres de la famille. Cette réaction parentale dévastatrice avait définitivement brisé quelque chose en elle, l'obligeant à développer cette stratégie de mensonge permanent pour protéger son équilibre mental fragile. Pierre la serre contre lui avec une force protectrice, découvrant progressivement l'ampleur du traumatisme familial qu'elle porte depuis l'enfance, comme une blessure secrète qui ne cicatrise jamais. Elle lui révèle qu'elle finance entièrement ses études, en donnant des cours particuliers aux enfants de familles aisées du 7e arrondissement, gagnant près de 2 000 € par mois grâce à sa réputation d'excellence pédagogique, alors que ses parents croient naïvement qu'elle vit uniquement avec leur argent de poche dérisoire. Mes professeurs me proposent constamment des opportunités brillantes que je dois refuser, explique-t-elle avec une amertume douloureuse qui lui serre la gorge. Pierre réalise alors qu'il est tombé amoureux d'une femme absolument exceptionnelle qui cache son intelligence remarquable pour survivre dans un environnement familial toxique. Une brillante psychologue en devenir qui analyse les traumatismes familiaux précisément parce qu'elle en est elle-même victime quotidiennement. Il comprend maintenant pourquoi Anne évite systématiquement les sujets académiques lors de leurs conversations, pourquoi elle change immédiatement de sujet quand il évoque ses propres succès universitaires ou ses projets professionnels ambitieux. « Maintenant, tu arrêtes de te cacher », déclare-t-il avec une détermination farouche qui la surprend. « J'ai grandi dans une famille où on célèbre chaque réussite. Mes parents ouvriers sont plus fiers de mon master que tes parents bourgeois ne le seront jamais. » Anne réalise qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui la voit vraiment, qui connaît sa vraie valeur et refuse catégoriquement qu'elle continue à s'effacer pour préserver l'ego parental destructeur. Son téléphone vibre alors violemment sur la table basse, affichant 15 appels manqués de sa mère paniquée, 8 messages urgents de son père et 3 SMS particulièrement menaçants d'Alexandre. « Tu vas regretter ce que tu as fait ce soir. On sait comment te remettre à ta place. » L'appartement d'Alexandre dans le 8e arrondissement respire le succès apparent avec ses meubles de designer italien et sa vue imprenable sur les Champs-Élysées, mais Anne remarque immédiatement les détails révélateurs que les visiteurs ordinaires ignorent.
ses factures impayées qui traînent négligemment sur le bureau d'acajou massif, et les traces de fatigue profonde qui marquent le visage de son frère, malgré ses efforts pour maintenir les apparences. L'appartement lui-même semble étrangement vide d'âme, comme une mise en scène soigneusement orchestrée pour impressionner sans jamais révéler la véritable personnalité de son occupant. Alexandre l'accueille avec un sourire glacial qui ne parvient absolument pas à masquer la frustration et la colère qui bouillonnent en lui depuis la soirée désastreuse de la veille, cette humiliation publique qu'il ne parvient pas à digérer et qui menace l'équilibre familial qu'il s'efforce de maintenir depuis des années. Il a insisté pour cette rencontre d'urgence, en prétextant une conversation fraternelle nécessaire, mais Anne devine immédiatement le piège psychologique qui se referme progressivement sur elle. Cette manipulation émotionnelle qu'elle connaît si bien dans cette famille dysfonctionnelle. Elle s'installe prudemment dans le fauteuil en cuir face à lui, observant attentivement ses traits tirés, ses yeux profondément cernés qui trahissent des nuits d'insomnie, et ses mains qui tremblent légèrement quand il saisit sa tasse de café noir, révélant un niveau de stress qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. L'atmosphère tendue de cet appartement luxueux mais froid reflète parfaitement l'état psychologique de son occupant, prisonnier de ses propres mensonges et de ses obligations familiales écrasantes. « Tu crois que je savais pas que tu étais plus intelligente ?» s'écrie-t-il soudainement, sa façade d'avocat successful s'effritant complètement sous la pression émotionnelle. « Tu penses que j'ai pas remarqué tes vrais bulletins quand on était gamin ?» Anne reste complètement pétrifiée devant cette confession brutale et inattendue qui révèle des années d'observation silencieuse et de souffrance cachée. Alexandre se lève alors de son fauteuil et commence à faire les 100 pas dans son salon luxueux mais impersonnel. Sa colère éclatant enfin au grand jour, après des années de frustration soigneusement dissimulée, cette rage qui ronge sa confiance en lui depuis l'enfance et l'empêche de construire une identité authentique. Il révèle sa véritable situation avec une amertume dévastatrice qui surprend Anne par sa violence. Ses succès professionnels tant vantés ne sont qu'une façade soigneusement orchestrée pour maintenir l'image familiale et satisfaire les attentes parentales écrasantes. Son cabinet d'avocat traverse actuellement des difficultés financières majeures qu'il dissimule désespérément. Il accumule les dettes personnelles pour maintenir son train de vie ostentatoire et sa relation avec Céline. Cette femme particulièrement exigeante qu'il présente comme sa fiancée parfaite lui coûte une fortune qu'il ne possède plus réellement. Je vis au-dessus de mes moyens depuis 10 ans pour que papa et maman puissent se vanter devant leurs amis bourgeois, avoue-t-il les larmes aux yeux. Pendant que toi, tu réussis vraiment tout ce que tu touches sans le moindre effort. Anne découvre avec une stupéfaction grandissante l'ampleur de la souffrance psychologique de son frère, prisonnier lui aussi du système familial toxique qui les a détruits tous les deux de manière différente, mais également destructrice. Alexandre lui raconte alors comment leurs parents l'ont systématiquement orienté vers le droit contre sa volonté profonde, comment ils exigent constamment des preuves tangibles de sa réussite professionnelle, comment il prend des médicaments pour supporter cette pression permanente qui l'étouffe quotidiennement. « Tu sais ce que je voulais faire vraiment ?» murmure-t-il d'une voix brisée par tant d'années de renoncement. « Enseigner l'histoire dans un collège de banlieue, aider des jeunes comme nous à s'en sortir. » Anne réalise douloureusement que son frère et elle sont tous les deux victimes du même système de domination familiale impitoyable, lui forcée dans un rôle de perfectionnisme impossible à maintenir, elle reléguée dans celui de l'échec perpétuel qui justifie sa mise à l'écart. Mais au lieu de créer une complicité libératrice entre eux, cette révélation mutuelle attise paradoxalement encore plus la frustration d'Alexandre, incapable d'accepter que sa sœur puisse s'émanciper de ce système qu'il subit encore. « Et maintenant tu détruis tout !» s'écrie-t-il, en la pointant du doigt accusateur. « Hier soir, tu as humilié nos parents devant tout le quartier. » Il la menace alors directement, ses yeux brillants d'une jalousie maladive qui terrifie Anne par sa violence psychologique. Alexandre connaît parfaitement tous ses secrets d'adolescence les plus embarrassants. Il sait qu'elle a redoublé sa seconde à cause d'une période de dépression qu'elle a soigneusement cachée à la famille. Il possède encore des informations compromettantes sur sa vie privée qu'il pourrait utiliser contre elle. « Si tu continues, je raconterai que tu es mythologue et manipulatrice. » siffle-t-il avec une méchanceté calculée qui glace le sang d'Anne. Anne se lève lentement, comprenant définitivement que son frère est trop détruit psychologiquement pour devenir un allié dans sa lutte pour la liberté personnelle. Soit tu redeviens la ratée obéissante,
soit je détruis ta réputation. Mais Alexandre a-t-il vraiment le pouvoir de détruire sa sœur, ou cache-t-il une faiblesse fatale? Anne décide de prendre les devants et organise un dîner familial soigneusement orchestré dans la grande salle à manger de Neuilly, invitant exactement les mêmes voisins prestigieux que lors de la soirée révélatrice qui a bouleversé l'ordre établi. Elle arrive accompagnée de Pierre, portant une robe élégante empruntée à une amie qui contraste saisissamment avec son attitude habituellement effacée, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle qui surprend immédiatement ses parents et déstabilise l'atmosphère feutrée qu'ils maîtrisent habituellement. Ses parents échangent des regards inquiets et perplexes, sentant instinctivement que leur fille prépare quelque chose d'inhabituel qui pourrait bouleverser une fois de plus leur réputation sociale si précieusement construite. Alexandre est déjà présent, installé près de Céline avec ses bijoux clinquants et son sourire factice, tous deux observant Anne avec une méfiance palpable qui trahit leur appréhension face à cette initiative inattendue de la part de celle qu'ils considèrent comme la brebis galeuse de la famille. Les Dubois et les Martin arrivent en quelques minutes plus tard, manifestement curieux de retrouver cette famille si particulière qui leur a offert un spectacle mémorable lors de leur dernière rencontre, leurs regards scrutateurs témoignant de l'intérêt malsain qu'ils portent au dysfonctionnement de leurs voisins bourgeois. « Nous avons organisé cette soirée pour clarifier définitivement certaines choses », annonce Anne en se levant avec une élégance calculée, sortant plusieurs enveloppes officielles de son sac Hermès emprunté. Elle commence alors sa démonstration méthodique et implacable, révélant systématiquement ses vrais bulletins de notes depuis le lycée, ses lettres de recommandation professorales particulièrement élogieuses, ses publications étudiantes dans des revues académiques spécialisées reconnues. Chaque document passe de main en main parmi les invités progressivement médusés, confirmant de manière irréfutable l'excellence constante de ses résultats universitaires et l'ampleur du mensonge familial maintenu depuis des années. Ses parents restent complètement pétrifiés dans leur fauteuil de velours, incapables de nier l'évidence accablante face à ces preuves officielles qui détruisent méthodiquement leur version de la réalité familiale. Madame Dubois s'exclame qu'elle n'arrive pas à croire une telle révélation. Monsieur Martin félicite chaleureusement Anne pour ses accomplissements absolument exceptionnels qui forcent le respect. « Pourquoi tu nous as caché tout ça pendant des années ?» balbutie sa mère d'une voix blanche, le teint devenu livide sous le choc. Anne répond alors avec une franchise dévastatrice qui fait l'effet d'une bombe dans ce salon bourgeois habitué aux conversations policées, expliquant que chaque fois qu'elle réussissait quelque chose d'important, ses parents trouvaient systématiquement le moyen de minimiser ses accomplissements ou de les critiquer pour préserver leur propre équilibre psychologique fragile. Elle révèle qu'elle a progressivement appris à se protéger, en cachant ses succès pour éviter leurs réactions négatives récurrentes, qui détruisaient sa confiance en elle. Le silence qui suit cette déclaration publique est absolument assourdissant. Les invités comprennent immédiatement la dynamique familiale profondément dysfonctionnelle qui se révèle sous leurs yeux ébahis, ces parents qui découragent systématiquement leur propre fille par jalousie maladive ou incompréhension totale de ses capacités exceptionnelles. Son père tente désespérément de sauver les apparences en s'écriant qu'ils ont toujours encouragé Anne dans ses études universitaires. Pierre sort alors calmement son téléphone, en proposant de faire écouter aux invités les propos exactement tenus lors du dernier dîner, cette menace technologique moderne qui fait immédiatement son effet dévastateur. Alexandre serre violemment les poings sous la table, comprenant parfaitement que sa sœur a préparé cette soirée comme une véritable stratégie de guerre psychologique destinée à inverser définitivement les rapports de force familiaux. « Anne nous a tous trompés en mentant sur ses résultats », tente-t-il désespérément. Pierre rétorque immédiatement avec une passion contrôlée que si Anne était obligée de mentir, c'était uniquement pour survivre psychologiquement dans cette famille dysfonctionnelle qui punit la réussite au lieu de la célébrer. Monsieur Dubois prend alors la parole avec une autorité respectueuse mais ferme, déclarant solennellement que si sa propre fille avait de tels résultats exceptionnels, il l'afficherait partout avec une fierté immense. « Anne est un trésor que vous n'avez pas su reconnaître », ajoute-t-il gravement. L'approbation unanime des invités achève définitivement d'isoler les parents d'Anne, leur certitude s'effondrant face à ce tribunal social improvisé qui les juge publiquement. Alexandre quitte brutalement la table en entraînant Céline, incapable de supporter cette remise en cause publique de l'ordre familial. « Nous sommes désolés », murmure finalement sa mère, anéantie. Les jours qui suivent cette soirée révélatrice transforment la vie d'Anne en véritable cauchemar psychologique, orchestré par ses parents humiliés, qui refusent catégoriquement d'accepter leur défaite sociale
et cherche désespérément à reprendre le contrôle de la situation. Ils lancent immédiatement une campagne de destruction systématique contre elle et Pierre, contactant méthodiquement leur cercle social élargi pour tenter de limiter les dégâts causés à leur réputation si précieusement construite au fil des décennies dans ce milieu bourgeois impitoyable. Sa mère téléphone personnellement à toutes ses relations mondaines pour prétendre qu'Anne souffre de troubles psychologiques graves qui l'amènent à inventer des succès universitaires inexistants, suggérant insidieusement que sa fille traverse une phase de mythomanie pathologique, nécessitant une prise en charge médicale urgente. Son père, de son côté, répand discrètement dans le quartier que Pierre manipule émotionnellement leur fille fragile pour s'élever socialement, insinuant que ce jeune homme ambitieux d'origine modeste utilise Anne pour s'introduire dans leur milieu privilégié. Alexandre, manipulé habilement par ses parents désespérés, accepte de jouer le rôle du frère inquiet et responsable, contactant plusieurs connaissances communes pour raconter que sa sœur détruit méthodiquement l'harmonie familiale avec ses accusations mensongères et ses prétendus succès académiques fabriqués. Il va jusqu'à menacer de révéler publiquement des secrets embarrassants de l'adolescence d'Anne si elle persiste dans cette voie destructrice qui menace l'équilibre social de toute la famille. Les parents coupent immédiatement tous les financements qu'ils lui accordaient encore, supprimant son argent de poche dérisoire et menaçant de la déshériter complètement si elle continue à ternir publiquement leur image dans le quartier. Ils vont même jusqu'à contacter discrètement l'université Paris 8 pour vérifier l'authenticité de ses résultats exceptionnels, espérant découvrir une faille qui leur permettrait de prouver sa malhonnêteté académique. Anne commence à douter profondément d'elle-même sous cette pression psychologique constante et particulièrement vicieuse, se demandant si elle n'a pas commis une erreur monumentale en révélant ses secrets si soigneusement gardés pendant des années. La culpabilité l'envahit progressivement, cette sensation dévastatrice d'avoir détruit sa famille pour satisfaire son ego personnel, et ses performances académiques commencent même à décliner temporairement sous le stress émotionnel que lui impose cette situation familiale explosive. Pierre, choqué par la violence psychologique de cette guerre familiale dont il découvre l'ampleur, tente désespérément de soutenir Anne, tout en comprenant difficilement cette dynamique toxique qui dépasse son expérience personnelle. Sa propre famille ouvrière, plus modeste mais infiniment plus bienveillante, peine à comprendre comment des parents peuvent détruire systématiquement leur propre enfant pour préserver des apparences sociales. « Ils vont me détruire complètement », murmure Anne, épuisée par cette bataille psychologique inégale. Anne envisage même sérieusement d'abandonner tous ses projets universitaires ambitieux et de présenter des excuses publiques à ses parents pour faire la paix et retrouver un semblant de tranquillité familiale, même au prix de sa propre liberté intellectuelle. L'isolement social commence à peser lourdement sur elle. Plusieurs connaissances du quartier la regardent maintenant avec suspicion, influencée par les rumeurs savamment orchestrées par ses parents vengeurs. Pierre refuse catégoriquement de la laisser capituler face à cette manipulation familiale destructrice, lui rappelant constamment qu'elle mérite mieux que cette famille toxique qui l'a punie pour sa réussite exceptionnelle. « Tu ne peux pas renoncer maintenant », insiste-t-il avec détermination. Mais Anne trouvera-t-elle la force de résister à cette campagne de destruction psychologique orchestrée par sa propre famille ? Une semaine après le début de cette campagne de destruction familiale, Anne découvre avec stupéfaction que des soutiens inattendus émergent progressivement de son environnement quotidien, ces personnes qu'elle côtoie depuis des années, sans imaginer qu'elle l'observe et la respecte secrètement. Madame Dubois, la concierge de 63 ans de leur immeuble bourgeois, prend une initiative courageuse qui surprend tout le quartier en témoignant publiquement de la réalité qu'elle observe depuis des années dans cette famille dysfonctionnelle. Cette femme discrète mais observatrice révèle à plusieurs voisines influentes qu'elle a toujours vu Anne étudier acharnement dans la cour de l'immeuble, installée sur les bancs, avec ses livres volumineux, travaillant des heures entières, même pendant les vacances scolaires, quand les autres jeunes de son âge se contentaient de paresser. Elle raconte comment Anne l'aide régulièrement avec ses courses lourdes, toujours polie et respectueuse, contrairement à certains autres membres de cette famille qu'elle trouve particulièrement arrogants et méprisants envers le personnel de service. Les familles aisées du 7e arrondissement dont Anne donne des cours particuliers se mobilisent spontanément en apprenant les difficultés qu'elle traverse, organisant discrètement une pétition de soutien qu'elle remette personnellement aux parents lors d'une visite coordonnée qui les prend complètement au dépourvu. Ses parents respectables témoignent unanimement de l'excellence pédagogique d'Anne,
de sa patience remarquable avec leurs enfants difficiles et de l'amélioration spectaculaire des résultats scolaires depuis qu'elle s'occupe de leur formation académique. Monsieur Martineau, le pharmacien du quartier que fréquente la famille depuis 15 ans, révèle publiquement qu'Anne lui achetait régulièrement des livres spécialisés de médecine et de psychologie, avec son argent de poche personnel depuis l'âge de 16 ans, investissant ses maigres économies dans sa formation intellectuelle plutôt que dans les futilités habituelles des adolescentes de son milieu social privilégié. Le plus surprenant arrive quand le professeur Durand, directeur de département à Paris 8, contacte directement les parents d'Anne pour confirmer non seulement ses résultats exceptionnels, mais aussi pour leur proposer personnellement de parrainer sa candidature pour un programme doctoral particulièrement prestigieux. Cette intervention académique officielle cloue définitivement le bec aux parents qui ne peuvent plus nier l'évidence face à une autorité universitaire aussi respectée. Ces témoignages convergents d'adultes respectables retournent progressivement l'opinion locale contre les parents d'Anne, révélant la cruauté de leur comportement envers une jeune femme manifestement exceptionnelle que tout le quartier respecte secrètement. Les rumeurs malveillantes qu'ils ont répandues se retournent contre eux, créant un effet boomerang social particulièrement dévastateur pour leur réputation si soigneusement construite. « Je n'arrive pas à croire qu'ils traitent si mal une fille pareille », confie Madame Martin à son époux, résumant le sentiment général du voisinage. Anne découvre avec émotion qu'elle possédait bien plus d'alliés qu'elle ne l'imaginait dans son propre environnement quotidien. Ces gens ordinaires qui l'ont observée grandir et qui reconnaissent sa valeur authentique contrairement à sa propre famille, aveuglée par la jalousie. Cette reconnaissance publique inattendue lui redonne confiance en elle et la force de continuer son combat pour la liberté personnelle. Pierre organise même une rencontre émouvante avec ses propres parents, ce couple d'ouvriers bienveillants qui accueillent immédiatement Anne comme leur propre fille, lui montrant ce qu'est véritablement l'amour familial inconditionnel. Cette famille d'adoption lui offre le soutien émotionnel qui lui manque depuis l'enfance. « Tu mérites tellement mieux que cette famille toxique », lui répète la mère de Pierre avec tendresse. 2 semaines après cette mobilisation sociale inattendue, Anne reçoit un appel qui va bouleverser définitivement sa trajectoire de vie, le professeur Martin de la Sorbonne lui proposant personnellement un poste d'assistante de recherche absolument exceptionnel avec un salaire de 3 500 € mensuels, soit davantage que ce qu'Alexandre gagne réellement dans son cabinet d'avocat en difficulté. « Kumma, Mademoiselle Anne, votre profil est exactement ce que nous recherchons pour notre nouveau programme de recherche sur les traumatismes familiaux », annonce-t-il avec enthousiasme au téléphone. Cette reconnaissance académique prestigieuse représente une opportunité inouïe qui pourrait la libérer financièrement de sa famille, tout en lançant brillamment sa carrière de psychologue clinicienne. La nouvelle fait rapidement le tour du quartier bourgeois grâce au réseau social efficace des familles aisées qui suivent attentivement les parcours des jeunes talents prometteurs. Les parents d'Anne, apprenant cette opportunité par des voisins enthousiastes, changent radicalement d'attitude avec un opportunisme social qui révèle leur hypocrisie fondamentale. « Nous avons toujours su qu'Anne était exceptionnelle », déclare maintenant sa mère avec un aplomb stupéfiant. C'est notre éducation exigeante qui lui a permis d'atteindre ce niveau d'excellence. Sa mère organise spontanément un cocktail mondain pour célébrer sa fille devant tout le gratin local, invitant les personnalités les plus influentes du 16e arrondissement pour exhiber cette réussite qu'elle tentait de détruire quelques semaines plus tôt. Cette volte-face spectaculaire place Anne face à un dilemme déchirant. Elle doit choisir entre accepter cette hypocrisie familiale pour préserver une paix superficielle ou refuser cette récupération malhonnête au risque de déclencher une guerre ouverte. « Anne, tu dois comprendre que cette opportunité peut bénéficier à toute notre famille », insiste Alexandre lors d'une conversation téléphonique désespérée. « Si tu acceptes de partager discrètement les mérites avec nos parents, je promets de reconnaître publiquement mes erreurs passées. » Il révèle ainsi sa lâcheté fondamentale et son incapacité à affronter la vérité sur leur dysfonctionnement familial. Alexandre la supplie de sauver ce qui peut encore l'être de leur réputation collective, arguant qu'elle pourrait maintenir l'harmonie familiale en surface. Pierre, de son côté, la soutient inconditionnellement dans son choix d'authenticité. « Tu ne peux pas trahir tout le chemin parcouru », insiste-t-il avec passion. « Ces gens qui t'ont soutenu méritent que tu restes cohérente avec tes principes. » Anne lui confie ses doutes profonds lors d'une soirée particulièrement difficile dans l'appartement de Pierre. « Et si j'acceptais leur proposition, peut-être que je pourrais changer les choses de l'intérieur.
murmure-t-elle, épuisée. Anne, regarde-toi. Tu parles comme une victime qui cherche à justifier ses bourreaux, répond Pierre fermement. Ces gens t'ont détruite pendant 22 ans. Ils ne changeront jamais. Anne réalise que sa décision ne concerne pas seulement sa liberté personnelle, mais aussi l'exemple qu'elle donnera à tous ceux qui subissent des pressions familiales similaires. Accepter cette récupération hypocrite reviendrait à valider le système de domination psychologique qui détruit tant de familles bourgeoises. « Je refuse votre récupération », déclare-t-elle finalement à ses parents lors d'un dîner tendu. « Cette réussite est la mienne, pas la vôtre. » Le silence qui suit est glacial. Son père la regarde avec une colère froide. « Tu commets une erreur monumentale, Anne. Cette famille t'a tout donné. Cette famille m'a tout pris, » rétorque-t-elle avec une détermination nouvelle. Le délai pour répondre à la Sorbonne expire dans 48 heures, et Anne sent le poids de cette décision qui va déterminer définitivement son avenir. Anne accepte finalement la proposition de la Sorbonne et décide d'organiser une dernière confrontation familiale définitive, orchestrant méticuleusement un dîner de réconciliation dans la salle à manger de Neuilly, en invitant exactement les mêmes personnalités prestigieuses qui avaient assisté à sa première humiliation publique quelques mois plus tôt. Elle arrive accompagnée de Pierre, vêtue d'une robe élégante qui témoigne de sa nouvelle assurance, portant dans son sac les documents officiels de son contrat à la Sorbonne, comme des preuves irréfutables de son émancipation définitive. Ses parents l'accueillent avec des sourires forcés et une bienveillance factice, ayant soigneusement préparé leur mise en scène pour s'approprier publiquement le mérite de cette réussite exceptionnelle devant leurs invités triés sur le volet. Ils ont manifestement répété leur discours, alternant entre fierté parentale ostentatoire et modestie calculée, espérant transformer cette soirée en célébration de leur excellence éducative supposée. L'atmosphère tendue ne trompe personne. Les invités sentent immédiatement que quelque chose d'important va se jouer dans ce salon bourgeois où les apparences règnent habituellement en maître absolu. Alexandre et Céline sont présents, observant Anne avec une méfiance palpable mêlée d'une curiosité malsaine, anticipant déjà le spectacle qui va se dérouler sous leurs yeux médusés. « Mes chers amis, nous avons organisé cette soirée pour partager avec vous la joie immense que nous procure la réussite exceptionnelle de notre fille Anne. » commence solennellement son père, en levant son verre de cristal. 25 invités prestigieux du gratin parisien sont présents, médecins renommés, avocats influents, notaires respectés, tous curieux de comprendre les dessous de cette famille si particulière qui leur offre régulièrement des révélations surprenantes sur les dysfonctionnements de leur milieu social privilégié. Sa mère enchaîne immédiatement avec ce sourire maternel qu'elle maîtrise parfaitement, expliquant que c'est grâce à leur éducation exigeante et leur valeur familiale stricte qu'Anne a pu développer cette excellence académique qui fait maintenant la fierté de tout le quartier. Anne se lève alors avec une élégance calculée, demandant la parole pour remercier ses parents devant cette assistance choisie, son sourire énigmatique inquiétant immédiatement Alexandre, qui devine la préparation soigneuse de cette intervention publique. « Je souhaite effectivement remercier mes parents, » commence-t-elle d'une voix claire qui porte dans tout le salon silencieux, pour m'avoir appris des leçons de vie absolument essentielles. Elle raconte alors méthodiquement, avec des exemples précis et des dates exactes, comment ils l'ont systématiquement découragée, critiquée et humiliée pendant 22 ans, transformant chaque réussite personnelle en échec supposé pour préserver leur propre équilibre psychologique fragile. Elle révèle publiquement qu'elle a dû mentir sur ses résultats exceptionnels pour survivre dans cette famille qui punit la réussite au lieu de la célébrer. Grâce à eux, j'ai appris que l'amour parental peut être conditionnel au maintien de votre infériorité, déclare-t-elle avec une ironie dévastatrice, et que certains parents préfèrent détruire leurs enfants plutôt que de remettre en question leur propre médiocrité. Le silence de plomb qui suit cette déclaration publique est brisé uniquement par les murmures choqués des invités qui réalisent progressivement l'ampleur de la cruauté familiale qu'ils découvrent. Plusieurs femmes échangent des regards horrifiés, comprenant enfin pourquoi Anne semblait toujours si effacée lors des précédentes réunions mondaines. « Anne, comment oses-tu » tente son père, mais elle le coupe immédiatement. « Je n'ai pas terminé » répond-elle fermement. « J'annonce officiellement que je prends le poste à la Sorbonne et que je coupe définitivement les ponts avec cette famille toxique. » Elle sort alors les documents de son contrat, les montrant à l'assistance médusée,
précisant que son salaire dépasse désormais celui de son frère avocat en difficulté financière. Les parents restent pétrifiés, socialement anéantis devant leurs propres invités, leur système de domination psychologique s'effondrant définitivement. Alexandre quitte brutalement la table en entraînant Céline, incapable de supporter cette remise en cause publique de l'ordre familial qu'il tentait désespérément de maintenir. Dans ce salon doré où elle a grandi dans l'ombre, Anne vient de reconquérir définitivement sa liberté. 18 mois plus tard, Anne contemple Paris depuis la fenêtre de son bureau à la Sorbonne, revêtue de sa blouse blanche de doctorante, qui témoigne de son ascension professionnelle fulgurante dans le prestigieux département de psychologie clinique. Son cabinet de consultation, situé dans le 7e arrondissement, avec vue sur les Invalides, affiche complet depuis 6 mois, ses recherches révolutionnaires sur les traumatismes familiaux chez les jeunes surdoués ayant été reconnues internationalement et publiées dans les plus grandes revues académiques européennes. Elle gagne maintenant 4 500 € mensuels, soit davantage que ses parents réunis, et vient de recevoir une proposition d'enseignement à l'université Harvard pour un programme d'échange de 2 ans qui consacrera définitivement sa réputation mondiale dans son domaine de spécialisation. Sa thèse de doctorat, intitulée « Quand la famille détruit, mécanisme de survie psychologique chez les enfants surdoués », attire l'attention des plus grands spécialistes internationaux qui reconnaissent son approche révolutionnaire du sujet. Pierre et elle se sont mariés dans l'intimité 6 mois plus tôt, entourés uniquement de leur vraie famille constituée des parents ouvriers de Pierre, de Madame Dubois la concierge, des familles du 7e arrondissement qui lui font confiance depuis des années, et de ses collègues de la Sorbonne qui l'estiment pour sa valeur authentique. La cérémonie s'est déroulée dans une simplicité chaleureuse, qui contrastait radicalement avec l'ostentation bourgeoise qu'elle a définitivement abandonnée, cette authenticité retrouvée qui la comble de bonheur quotidien. Alexandre a tenté un rapprochement sincère il y a 8 mois, après avoir enfin entamé une thérapie intensive qui lui permet de comprendre progressivement les mécanismes destructeurs de leur famille dysfonctionnelle. Il a quitté son poste d'avocat pour devenir professeur d'histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis, retrouvant enfin sa vocation authentique et une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue sous la pression parentale constante. « Je comprends maintenant pourquoi tu t'es battu », lui a-t-il confié lors de leur dernière rencontre émouvante dans un café du quartier latin. « J'aurais dû avoir ton courage beaucoup plus tôt au lieu de subir leur domination pendant des années. » Anne a accepté prudemment de renouer un dialogue fraternel avec lui, posant des limites claires, mais offrant une seconde chance à celui qui a eu le mérite de reconnaître ses erreurs et d'entreprendre un véritable travail sur lui-même. Leur relation reste fragile, mais progresse lentement vers une complicité authentique, basée sur la vérité, plutôt que sur les mensonges familiaux qui les ont tant fait souffrir. Ses parents, de leur côté, ont tenté plusieurs approches de réconciliation par l'intermédiaire d'Alexandre ou de connaissances communes. Mais Anne maintient fermement sa décision de ne plus jamais les revoir directement. Elle a appris que leur réputation sociale s'est considérablement dégradée dans le quartier après les révélations publiques de cette soirée mémorable. Plusieurs familles ayant pris leur distance avec ce couple, dont la cruauté envers leur propre fille a choqué même ce milieu bourgeois habitué aux dysfonctionnements familiaux. Ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé pendant 22 ans, confie-t-elle à Pierre sans aucune amertume. Je n'éprouve ni satisfaction ni tristesse, juste de l'indifférence. Dans son nouveau cabinet, Anne reçoit régulièrement des jeunes gens issus de familles toxiques qui retrouvent espoir en découvrant son parcours personnel, comprenant qu'il est possible de s'émanciper des mécanismes destructeurs et de construire une vie authentique malgré un environnement familial hostile. Elle est devenue, sans l'avoir cherché, un modèle d'inspiration pour tous ceux qui subissent des pressions familiales similaires. Pierre a obtenu brillamment son doctorat en droit et travaille maintenant comme avocat spécialisé dans la défense des victimes de violences psychologiques familiales, leur couple formant une équipe complémentaire particulièrement efficace pour aider les personnes en détresse. Ensemble, ils construisent cette famille aimante et bienveillante qu'Anne n'avait jamais connue, projetant d'avoir des enfants qu'ils élèveront dans le respect et la célébration de leur talent naturel. En ce soir de printemps parisien, regardant la plaque dorée sur son bureau qui indique « Docteur », Anne Martin, psychologue clinicienne. Elle sourit avec une sérénité profonde et écrit dans son journal personnel cette phrase définitive qui résume parfaitement son parcours de libération. « J'ai appris que la vraie force ne consiste pas à supporter l'inacceptable,
mais à avoir le courage de le changer pour construire la vie qu'on mérite vraiment. Elle a enfin trouvé sa place dans ce monde, entourée de gens qui la célèbrent au lieu de la détruire. Oh, it looks like we got a breaker ghost, possibly. Seriously, ghost. Ooh, got the chills. I got chills. What was that? That's a firelight. Rude. Noises. It's freezing in here. It's negative 3.3. All right, we have freezing. Do we not have... Uh-oh. That nun is floating in the air. Oh. That's what ghosts do, if you've never seen them. Nothing was floating like really high in the air, not just like levitating. That thing was like Its bouncing head was around in the air. ceiling. Have you never seen The Conjuring? No, I have not. Well, get a life, you bum. I don't like scary movies. I'm a big old scaredy cat. We never noticed. I think, listen, I even think what are they? The Paranormal Activity movies, those are scary. Oh, those are so stupid. Those are so Very- cheesy. They're awesome. I could not sit through them. Breaker? Rick. Just burned the cruci. Just growled. Rawr, I'm a dinosaur. Rawr. I did. It Did just you went watch through the that floor? video? Yes. I think we're gonna get easy. It's just the one that there's Very one ghost. I can't pestilence. remember which ghost it is. My sanity is 5. Love that. Now it's 15. Love that even more. There's one ghost that the laser is only viewable through. It's in the truck with us. Oh, love that. It's only viewable through a camera. Dead. Yes, Victoria, you have 0 sanity. I know. I have 17 brains. I am how you say cooked. Oh, Are you okay? yeah. We just went through the motion. All right. I want to say that. That boy got that motion. Oh. Oh. I'm dead. I'm dead. Yep. Real Don't dead. leave it here. It's going in the kitchen. Who's in the living room with me? Me. It's coming in the Mother, living keep room. me safe. You want me to turn my lights on? No, I think I'm good with that. Coming back to the living room. Coming towards the TV. No, it's not. It did, and it turned around. And it's going in the kitchen. Nope, it's turning around. How about you just get Where'd it- better? Where'd it go? You get better. I'm the best. All right. Alive. It's in the living room. Uh-oh. It's out of the living room. Is she barefoot? You're barefoot, you hillbilly. That's- I'm shoes. not barefoot, thank you. Oh, this chromatic Back in the aberration. living room. Is she going outside? Oh, yep. She's outside. This is a Won't long blow out hunt. My lanterns, lord. though. I don't think it's a stray because when she hunted, she blew out the lantern. Back outside. Oh, she's going in the truck.
she done? She's done. She's taking our truck for a ride. There you go. Let's unlock this door. There it is. Okay. Cannot hunt in the room with the light on. The light is on in the room, so not a djinn. Oh no, my smudge. I think that might be a phantom. Where did my smudge go? Oh no. Right click the smudge. Like in Faz. Yes. I dropped it. Okay. Do. Who is twerking at the bottom of the stairs? That's Kinsey. There ain't no one at the bottom of the stairs. It's your dead body. Oh. Your dead body. Rip. Oh, that's lovely. Oh. Did you get the hangman? Yep. I'm gonna go hide in the corner now. I don't like that. Hunting. It's coming Oh, upstairs. hello, mother. Smudge. I have a smudge. It's a leaf turd. Really? Someone put the doll up in the master. I think this is a phantom. Perchance. Will I die if I open the tablet? No, she can't detect you if you have your tablet out. I don't think it's a spirit because she's not fast. Stand in salt. Her blinks are very separated. There is salt down here. After she's done with the salt, if one of y'all wants to put the salt out to see if she can step in it. Oh, I heard a smudge. Oh, someone's choking. Chad's dead. Frick. I saw one of your heads above He the tried. He tried. above that bill. Pandora. All right, try putting the salt down. Don't step in it. You almost stepped in it, dude. He said, "Don't step in it," and he was like, right here. I'm Oh, if you're the ghost, can you not see other ghost people? Mm-mm. Like if you're dead. Yeah. Oh. It hasn't done painting or possession, so I feel like that's not gonna be it. Goodbye. 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 No, I didn't get to mark it. It was a Goryo? Oh, Rip. I got 0. zero. Y'all got $0. All right, This is Goryo. we're switching to Ghost Player. The ghost itself warms the area it's in. Oh, that would explain the temps changing probably then. Oh, it's EVP and freezing. What am I? Oh, who is? Oh, I can put in sanity for y'all, even though I'm the ghost. Because, I bought a crap ton of sanity. There you go. Okay, so we need smudge stick, lantern,
Uh, sure. Camera. Emotion is okay. Let's go shopping. Let's go shopping. Okay. I have some of that stuff. Okay.